Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Avant de vous laisser avec Claire, l'invitée du jour, quelques mots sur ma formation pour créer votre boutique en ligne. J'ai envie de vous aider à construire une nouvelle vie et vous guide dans cette formation de A à Z pour créer votre site internet, votre e-shop. Je vous explique tout techniquement en créant en même temps que vous un e-shop. La formation est seulement à 99 €. Si vous souhaitez vous lancer et oser avec moi, envoyez-moi un email à clairevirose@gmail.com ou envoyez-moi un petit message sur Instagram sous le pseudo clairevirose. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Claire Lemoine, fondatrice de la marque de prêt-à-porter Maison Lemoine. Maison Lemoine existe depuis maintenant 5 ans et est spécialisée dans les tenues pour les mariages et événements. Vous pouvez retrouver ses créations en ligne et dans sa boutique dans le 18e arrondissement à Paris. Claire s'est reconvertie avec brio dans le stylisme après avoir été avocate en propriété intellectuelle. Claire a étudié dans un lycée jésuite où l'excellence était de rigueur. Elle s'est ensuite dirigée vers le droit plutôt que vers les classes prépa comme ses camarades, car c'était une voie prestigieuse qui lui laisserait en même temps de la liberté. Claire a toujours été créative et suivait d'ailleurs des cours d'histoire de l'art en auditeur libre en même temps que la fac de droit. Après avoir eu le barreau, elle ne se sent pas prête à devenir avocate immédiatement. Elle décide de faire jeune fille au pair à New York dans l'Upper East Side. Elle tombe amoureuse de New York. Elle rentre finalement en France et exerce comme avocate en propriété intellectuelle pendant 3 ans. Le déclic pour changer de vie, une amie avocate rencontrée à New York démissionne pour entamer des études de stylisme à la prestigieuse école Parsons. Claire se rend alors compte que son rêve est possible et décide de candidater à son tour en secret. C'est une fois acceptée à Parsons qu'elle démissionne et en informe son entourage. Elle reprend alors ses études à New York, puis enchaîne les stages dans des prestigieuses maisons, Lanvin, Marquesa et Sally-la-Pointe. C'est à New York que l'idée de Maison Lemoine lui vient. Elle veut importer en France le concept de la demoiselle d'honneur à l'américaine. Alors avec Claire, on a évoqué sa vie d'avocate en propriété intellectuelle, sa vie à New York, ses conseils pour faire des études de stylisme et lancer sa marque, ses stages à New York, version Le Diable s'habille en Prada, et sa passion pour la mode. Un épisode plein de paillettes qui nous a fait rêver. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Claire. Bonjour Claire, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci à toi pour ton invitation, je suis ravie d'être là. Franchement, j'adore ta marque, donc c'est un grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais actuellement ? Alors actuellement, je suis fondatrice et créatrice de la marque de prêt-à-porter Maison Lemoine. Donc c'est une marque qui est 100% dédiée à l'univers du mariage et des occasions spéciales. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors tout à fait, puisque mon premier métier d'origine, c'est d'être avocate en propriété intellectuelle. Alors, comment ça t'était venu ? Est-ce que c'est tes parents ? Est-ce que tu peux nous en dire comment tu avais choisi ton premier métier ? Alors oui, le choix de mon premier métier, en fait, s'est fait un peu par défaut. C'est pas du tout mes parents, parce que dans ma famille, il n'y a pas du tout d'avocat. C'est plus mon lycée, le collège et le lycée où j'ai été, qui m'a un peu conditionnée vers cette voie-là. J'étais dans une structure assez élitiste, que des filles tenues par des bonnes sœurs un peu strictes. Et donc, on était préparés, non pas à passer le bac, mais à intégrer des grandes écoles et à faire de grandes études. Moi, je faisais un peu partie des vilains petits canards qui avaient pris option dessin au bac, qui étaient plus plus forts en musique, dessin et voilà, ce genre de matière plutôt que les maths et les sciences de manière générale. Donc moi, je me suis orientée après le bac vers une fac de droit, un peu parce que c'était les seules études, je mets des gros guillemets, les seules études qui étaient correctes, qui nous permettaient d'avoir un vrai métier à leur sens après avoir passé le bac. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrite à la fac de Nanterre en droit, en me disant que ça allait me laisser l'opportunité de faire d'autres choses après, pourquoi pas du journalisme. Être avocate, c'était une option, mais c'était une option parmi d'autres, quoi. C'était je prends une voie assez généraliste, je remplis mon bagage, ce que me disait ma maman aussi. Tu remplis ton bagage et après tu pourras voyager dans le monde entier. Donc voilà, je me suis dit allez, je pars à la fac, je remplis mon bagage et on verra par la suite. Et du coup, tes parents, ils avaient pas mal d'ambition pour toi quand même, du fait qu'ils t'aient inscrit dans ce lycée. Oui, alors ils voulaient évidemment une éducation de qualité pour moi, donc c'est pour ça qu'ils m'avaient mis là-bas. Bon, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, dans une ville qui était pas forcément hyper favorisée, donc les lycées autour étaient pas top. Donc j'allais dans la ville d'à côté où il y avait ce très bon lycée.
où on rentrait d'ailleurs sur dossier. Si les notes suivaient pas à la fin de l'année, on dégageait tout simplement, puisque ils ont un objectif qui est de 100% de réussite au bac, ce qui a été le cas. Donc, pour maintenir ce cap-là, il faut évidemment écrémer chaque année. Bon, moi, même si j'étais pas hyper forte dans toutes les matières sciences, tout ça, j'étais quand même une bonne élève. Je m'en sortais toujours très bien et mes parents me laissaient tranquille parce que bon, j'avais des notes correctes, je redoublais pas, je leur faisais pas d'ennui, donc voilà. Ils se sont dit, elle vit sa vie, elle choisit de faire du droit, c'est bien, c'est certainement ce qu'elle a envie de faire plus tard. Ils se sont pas vraiment posé de questions, ils m'ont pas vraiment poussé à faire autre chose. Après, il faut juste savoir que moi, j'ai un papa qui est entrepreneur. Et ça a conditionné beaucoup de choses par la suite et qui m'a toujours dit sois ton propre patron. Et c'est vrai que ça fait sens et ça fait écho, bon, vraiment aujourd'hui, mais à l'époque, choisir la voie d'être avocat, c'est quand on est avocat, c'est sa petite auto-entreprise, donc on est son propre patron quelque part. Même si on travaille dans des cabinets sous forme de contrat de collaboration, on a un boss, techniquement, on est son propre boss. Et alors, tu as toujours été quelqu'un de créatif, même pendant tes études de droit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Oui, donc moi, j'ai toujours eu un attrait pour les arts en général. Donc ça s'est traduit dans mes études de droit où en maîtrise, j'avais choisi droit des affaires parce que ça restait encore une spécialité assez généraliste où je pouvais aller vers plusieurs métiers différents. Et dans cette spécialité, il y avait une sous-spécialité qui était le droit de la propriété intellectuelle et moi qui m'attirait beaucoup. Je m'étais dit, bon, je vais me spécialiser en droit de la propriété intellectuelle. Il y avait aussi un master que j'avais vu pour la 5e année de droit qui était un master à l'époque, ça s'appelait droit du marché de l'art. Ça m'attirait beaucoup aussi. Parce que oui, effectivement, ce que je t'ai pas dit, c'est que en parallèle de mes études de droit, j'étais en auditeur libre, inscrite en auditeur libre à Nanterre aussi, en histoire de l'art. Et c'était ma façon de m'évader un petit peu de la rigueur du droit. J'avais des cours d'histoire de l'art qui étaient passionnants. Donc voilà. Donc armée de ce double cursus, j'ai postulé pour, à l'époque, ça s'appelait les masters recherche et masters professionnalisants, M2 maintenant. Et c'était un M2 en propriété intellectuelle. Et enfin, j'ai postulé à tous ceux qu'il y avait en France qui se rapprochaient de cette matière qui m'attirait vraiment. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à me spécialiser en propriété intellectuelle en suivant la formation, une formation à Assas de Master 2 en recherche en propriété intellectuelle. Et tu avais pensé du coup à faire commissaire-priseur, parce que pour les auditeurs, commissaire-priseur, oui, c'est justement, il faut faire des études à la fois d'histoire de l'art et des études de droit. Oui, je l'ai envisagé. Après, je me suis beaucoup renseignée et il était recommandé d'avoir un petit peu de réseau, je crois, pour ouais, ce métier-là. Moi, j'avais pas du tout. Mes parents sont médecins. Enfin, ils sont médecins de formation, mais justement avec des parcours aussi très atypiques. J'en reparlerai plus tard parce que ça aussi, ça a conditionné mon chemin jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup plus des profs, des scientifiques, mais pas du tout de personnes de près ou de loin dans le marché de l'art. Et donc je me suis un peu résignée et je me suis dit que c'était pas une voie pour moi. Donc j'ai juste pris le côté fun des cours d'histoire de l'art et de culture générale que j'ai accumulé à ce moment-là, mais je me suis pas engagée dans cette voie. Petite question, alors moi au cours de mes années de droit, j'ai remarqué que les personnes qui sont en propriété intellectuelle, c'est souvent les plus créatives et j'ai toujours eu un peu l'impression que c'était un entre-deux entre des études sérieuses et en même temps un peu le côté créatif du droit. Est-ce que ça a fonctionné pour toi ? Est-ce que tu as senti que oui, c'était plus créatif ? Comment c'était ? Alors moi, j'ai adoré. Ma spécialité, vraiment, ça a été... Et là, je me suis dit, ok, ben là, pourquoi pas devenir avocate, ça me plaît, quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé... effectivement cette dimension créative, parce que c'est vrai que j'ai écouté l'un de tes enregistrements avec Laurane des Couronnes de Victoire notamment, et qui disait qu'elle voyait pas beaucoup de créativité dans le métier d'avocat. Alors moi, je tempère un peu le propos parce que je trouve qu'il faut faire preuve. En tout cas, moi, la manière dont j'ai exercé l'activité, j'ai vraiment... je trouve qu'il faut avoir une dimension créative, il faut trouver... alors oui, ça reste assez normé, hein, mais...
Et peut-être que c'est la matière qui est propre à ça, mais vraiment, ouais, c'est assez créatif. Et puis on travaille avec des clients qui sont des artistes dans toute la dimension qu'on peut entendre par artiste. Donc ça va être des créateurs de mode, parce que moi j'étais spécialisée, en plus je me suis spécialisée dans la spécialité en droit de la mode, mais ça va être aussi des auteurs, des architectes, évidemment des écrivains, enfin des artistes de manière très globale. Et donc forcément on touche à de la créativité indirectement. Et alors, j'ai lu dans une interview que tu avais donnée que tu avais été un peu frustrée parce que justement, parfois, tu défendais finalement les grosses boîtes contre les petits créateurs. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors oui, c'est sûr que j'ai eu des dossiers où on avait des gros clients et qui écrasaient un petit peu les plus petits créateurs. Et bon, quand on choisit de faire le métier d'avocat, c'est aussi qu'on a soif de justice et qu'on veut rétablir l'ordre des choses quelque part. Et c'était parfois un peu frustrant de défendre les gros contre les petits, et les gros qui avaient les moyens d'attaquer les petits et de les écraser. Et bon, c'était pas les dossiers les plus confortables pour moi, mais c'était mon métier et je l'ai fait, quoi. Aujourd'hui, je me retrouve à la place des petits, je me dis bon, heureusement que je suis pas tombée en face de moi si j'avais eu un dossier, voilà. Et comment ça se passe concrètement? Est-ce que c'est toi qui fais le travail un peu artistique de regarder les points de similitude pour savoir s'il y a contrefaçon? Est-ce que vous faites appel à d'autres personnes? Alors, quand on a un client qui nous consulte, justement, généralement, comment ça se passe? Il arrive en disant, bah voilà, j'ai repéré, donc voici ma création. J'ai repéré qu'il y avait une personne qui faisait quelque chose qui est souvent au sens du client, de la copie. Et nous, on est là pour dire, ok, oui, c'est de la copie, on y va. Non, c'est pas de la copie. Attention si vous voulez vraiment vous battre, parce que on peut se faire ratatiner. Voilà, parce que les magistrats sont quand même très objectifs. Alors, ce côté, je vais nuancer aussi ce que tu as dit, ce truc de les points de différence, de similitude, c'est pas comme ça qu'on apprécie la contrefaçon, en fait. On n'apprécie pas la contrefaçon au sens des différences ou des similitudes d'un modèle, mais c'est une impression plus globale, une impression d'ensemble, voilà, qui est proche ou pas. Donc c'est pas une notion très c'est pas des points où s'il y en a 6 c'est ok, et s'il y en a 7 de différence, pardon, c'est pas ok, s'il y en a 7 de différence c'est ok. Non, c'est pas du tout ça. Donc nous on donne un avis, c'est une consultation juridique qu'on fait à notre client, et on dit à notre sens, puis de toute façon on prend toujours beaucoup de pincettes pour se prémunir de toute action en responsabilité derrière, mais généralement on dit aux clients, nous on vous invite à peut-être ne pas aller au contentieux, ou bien à notre sens il y a de fortes chances de succès pour ce contentieux, voilà. Et alors, et pour continuer, pardon, parce que je t'ai pas répondu de manière très précise, donc nous on fait ce travail avec notre science, entre guillemets, de la jurisprudence et des affaires qu'on a pu avoir par le passé, et on peut apprécier si on va avoir une chance de succès ou pas sur le dossier. Mais c'est vrai que sur certains dossiers un peu plus pointus, on fait souvent appel à des conseils en propriété industrielle qui, eux, peuvent nous aider, ou bien des organismes indépendants aussi qui font de la recherche d'antériorité pour nous. C'est-à-dire qu'un modèle peut être couvert par le droit d'auteur ou le droit des dessins modèles si jamais il n'y a pas quelque chose de similaire qui a été fait par le passé. Et donc souvent, surtout en droit de la mode, on va chercher des choses dans les archives et on arrive à prouver qu'un modèle n'est pas forcément très original parce que ça a déjà été fait par le passé, et donc on peut pas, voilà, on peut pas agir et revendiquer un quelconque droit sur cette pièce. Alors, tu as été avocate pendant 3 ans. Quel a été le déclic? Parce que quand tu en parles, ça avait l'impression d'aller, enfin, ça avait l'impression de te plaire. Alors oui, c'était pas pénible, et c'était pas, oui, c'était pas un métier pénible pour moi. Je prenais du plaisir à aller travailler le matin. En fait, je me levais de manière neutre en me disant, j'étais pas excitée d'aller travailler, mais j'étais pas non plus désespérée d'aller travailler. C'était vraiment très neutre, quoi. J'allais travailler parce qu'il fallait aller travailler, et parce que c'était la voie que j'avais prise et que c'était comme ça.
Sauf que au bout des jours qui passaient, c'est vrai que se lever était un peu moins, je me disais un peu moins, bon, faut y aller. Alors, justement, je me disais un peu plus, faut y aller, et un peu moins, c'est ma voie. Et, euh, et le déclic, en fait, ça a été parce que dans mon parcours, après avoir prêté serment, je suis partie une première année aux États-Unis. J'ai fait une année de césure avant de prêter serment, justement, après la fin de mes études, diplômée du CAPA, donc du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Au lieu d'aller chercher tout de suite une collaboration, je me suis laissé 1 an pour souffler et je suis partie à New York. Parce que je m'étais dit, je vais prendre des cours d'anglais, je vais me spécialiser un peu, je vais approfondir mon anglais parce que tu le sais très bien, pour trouver un travail dans une collaboration dans un bon cabinet d'avocats, il faut avoir un bon niveau d'anglais, c'est maintenant un incontournable, un point du CV. Et donc je m'étais dit, bon voilà, je me fais 1 an d'anglais. J'avais trouvé un poste de jeune fille au pair pour financer mon séjour. Donc j'étais nourrie, logée, blanchie par la famille où j'étais, ce qui me permettait aussi de prendre des cours à la fac à côté, des cours d'anglais. Comme ça, j'avais un visa pour rester aux États-Unis. Et voilà, je suis restée 1 an. Et il y a beaucoup de Français qui sont à New York et que j'ai pu rencontrer à ce moment-là, dont notamment une fille, et puis si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, qui avait le même profil que moi, avocate, et qui se posait beaucoup de questions, et on a beaucoup échangé à ce moment-là. Bref, moi je suis rentrée en France, j'ai prêté serment, j'ai commencé ma collaboration. Elle est restée aux États-Unis parce qu'elle a commencé dans un gros cabinet, et elle a un jour posé sa démission. Et elle s'est inscrite à une école de mode à New York qui s'appelle Parsons. Et donc, je conversais de temps en temps avec elle. Et puis, elle m'a dit, bon, parce qu'on parlait de nos envies si on avait été plus libre, faire des études de mode, voilà. Et elle s'est lancée. Et en fait, ça a été ça, le déclic. C'était, en fait, c'est possible de le faire. Parce que jusqu'à ce que elle le fasse, avant, pour moi, c'était impossible, en fait, de se reconvertir. On suivait sa voie, on pouvait pas le faire. Et puis, j'avais pas d'exemple autour de moi qui l'avait fait, et ça a été elle. Et là, en fait, la petite graine qui était quelque part a commencé à germer. Et puis, au fur et à mesure des jours qui passaient, elle poussait vraiment, vraiment très vite et très fort. Et je me suis dit, non, mais c'est ça que je veux faire. Et j'osais pas trop en parler autour de moi. Donc, j'ai quand même postulé à cette école, donc Parsons, à cette école de mode, et parce qu'il y a un dossier d'entrée pour l'école. Je me suis dit, bon, je vais préparer mon projet artistique, je vais préparer tout le dossier, je vais l'envoyer et on verra. Si je suis prise, je me poserai vraiment la question de si je me lance ou pas. Et en fait, j'ai reçu c'était mai 2012, j'ai reçu une lettre de l'école comme quoi j'étais acceptée dans le programme. Et c'est là où, en fait, c'était 3 mois après, mon préavis, c'était 3 mois de collaboration, là, pour arrêter ma collaboration. Donc je me suis dit, j'avais 2 semaines concrètement pour en parler à mon entourage, pour en parler à mon boss, voilà, pour pouvoir commencer les cours fin août 2012. Et donc j'ai commencé par en parler évidemment à mes parents, parce que une formation, même si je m'étais bien renseignée, que j'avais fait des demandes de bourse, c'est des formations qui sont coûteuses, donc j'avais des sous de côté, mais je me suis fait mon petit business plan d'école, et j'ai dit à mes parents, voilà, en fait... Bon, ils me connaissaient, hein, ils connaissaient mon petit jardin secret artistique, mais je suis allée voir mon père, je lui ai dit, moi, mon rêve, c'est de rentrer dans cette école. Ça va coûter tant. C'est mon rêve absolu. Est-ce que tu me suivrais dans ce projet et il m'a dit oui. Et cette conversation qu'on a eue, il me l'a dit après. Il m'a dit c'est vraiment le jour où je me suis dit je suis fière de ma fille, fière qu'elle prenne ce risque, parce que c'était une prise de risque. Hein, voilà. Et il m'a dit je te suis dans cette prise de risque. Bon, mes parents ils sont toujours très on veut beaucoup d'équité entre nos enfants. Ils avaient ils avaient payé des études à mes frères qui étaient un petit peu coûteuses à l'époque. C'était une formation un peu particulière. Voilà. Et moi, j'avais toujours fait une formation, entre guillemets, gratuite. Et ils m'avaient dit, t'as ton budget, toi aussi, d'études qu'on t'a mis de côté. Donc, si tu veux te lancer, c'est maintenant. Donc, j'ai eu beaucoup de chance d'être accompagnée dans ce projet de reconversion. Mais c'est génial. Du coup, t'as fait le dossier en secret totalement. Ouais, personne n'était au courant. Donc, comment tu as fait, par exemple, si les auditeurs veulent postuler,
Quel conseil tu donnerais pour faire ce dossier? Est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que... Alors, pour ceux qui veulent postuler dans ce master très précisément, enfin c'est l'équivalent d'un CAP, stylisme modélisme, ça s'appelle AAS, le projet. Il faut exprimer. En fait, c'est pour ça aussi que je me suis reconvertie en passant par une école aux États-Unis, mais ça aurait très bien pu être l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni. C'est parce que les anglo-saxons, de manière générale, j'inclus le Royaume-Uni, tu me diras si tu es d'accord ou pas avec moi, mais ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit qu'en France et en Europe de manière générale, je trouve. Et en fait, ils ont envie d'avoir une personnalité plus qu'un talent en face d'eux. Et en fait, avoir une personnalité, une envie et être animé par une passion, c'est avoir un talent déjà pour eux. Donc, alors bon, il se trouve que moi, je sais très bien dessiner, je suis agile de mes mains, donc je faisais déjà un peu de couture et j'ai fait un projet, un montage, c'était un collage en plus qu'on nous demandait. Voilà, j'ai fait quelque chose je l'ai gardé encore aujourd'hui, j'adore le regarder. C'est une belle pièce et elle exprimait voilà ce que j'avais envie de véhiculer comme message à ce moment-là et c'est ça qui les a convaincus aussi avec toutes les lettres de motivation, recommandations et tout le reste du dossier qui était solide quoi. Vraiment. Oui, c'est vrai que en fait, faut pas se dire que parce qu'on n'a pas fait tout comme il faut, on n'aura pas parce que finalement, souvent, justement, c'est privilégier les parcours atypiques parce que maintenant il y a tellement de demandes, mais même en France, je pense tellement de demandes que quand on a un parcours un peu atypique, bah ça plaît, c'est différent et du coup, il Tout faut à fait. oser quoi. Et il faut savoir que c'était une formation aussi que j'ai faite qui était dédiée aux reconversions. Donc, je me suis retrouvée, alors c'est génial de reprendre ses études à 27 ans. J'ai repris mes études avec des personnes qui, pareil, avaient, je sais pas, c'est des chimistes qui se reconvertissaient dans la mode. Il y avait des personnes qui avaient fait des choses rien à voir avec la mode, mais qui ont toujours eu cette envie, cette passion au fond d'eux. Et c'était vraiment, c'était une très belle expérience de reprendre des études avec des personnes plus mûres et qui avaient déjà eu un passé et qui reprenaient un chemin qui les passionnait, quoi. Comment ça s'est passé à ton travail quand tu leur as dit que tu reprenais tes études? Alors ouais, je leur ai dit. Bah, en fait, donc moi, il faut savoir que je travaille dans un petit cabinet familial. C'était une super ambiance. Encore une fois, j'adorais aller au bureau le matin parce que mon boss était super drôle. Enfin, c'était presque une relation père-fille, quoi. C'était très familial comme structure. Et c'est vrai que ça a été un gros dilemme pour moi. C'était, est-ce que je lui en parle de mon projet? Parce qu'il avait ce petit côté fou artiste aussi qui sommeillait en lui. Ou bien est-ce que je lui en parle pas et je lui annonce à la dernière minute. Et en fait, je lui en ai pas parlé parce que je me suis dit, il va me prendre pour une fumiste et il va se dire que, enfin, les 3 mois enfin, ça a duré 6 mois la préparation du dossier. Il va se dire pendant les 6 mois que je vais pas faire mon métier correctement. Or, j'ai gardé enfin, ça n'a pas changé du tout ma façon de travailler pour lui. J'ai été aussi impliquée dans les dossiers à partir du moment où j'ai commencé à préparer mon projet secrètement que jusqu'à la fin, jusqu'au jour où je suis partie du cabinet. Et donc j'ai choisi de pas lui en parler et il a pas apprécié ça. Il a pas apprécié que je le mette dans la confidence, mais en même temps, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, mais si je vous l'avais dit, ça vous aurait pas plu non plus. Donc bref, il n'y avait pas de bonne façon de lui annoncer. De toute façon, ça allait forcément être un clash. Donc, je lui ai annoncé 3 mois avant de partir. Et je lui ai dit, ben voilà, je vais quitter le cabinet. Et je vais quitter le cabinet parce que je veux reprendre mes études. Et je veux reprendre des études de mode. Et c'était un vendredi. On était allé déjeuner. J'avais la boule au ventre, la grosse tachycardie. Et je lui ai balancé ça entre l'entrée et le plat. Et donc, on a fini le déjeuner, et puis il m'a dit « Oh, vous allez me manquer », parce qu'il m'appréciait beaucoup. Donc, je dis « Ah, vous aussi, vous allez me manquer ». Mais il était super content, il est très heureux pour moi. Il m'a confié que lui, il aurait adoré faire du cinéma, et que, voilà, il avait jamais osé se lancer, bref. Et puis, il y a eu le week-end, et je pense que là, il s'est fait un peu nettoyer le cerveau. Et il est revenu le lundi, et je suis arrivée le lundi matin, et là, c'était pas la même personne. Fermé, il m'a dit « Dans mon bureau, tout de suite ». Et là, je me suis fait passer un savon, comme quoi c'était honteux de le planter comme ça. Bon, mais malheureusement, on n'est pas parti en très bons termes, alors que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et voilà, il l'a vécu comme une trahison. Et
je pense qu'il y avait pas, voilà. Mais bon, j'aimerais en rediscuter aujourd'hui avec lui, avec maintenant qu'il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, mais je le recroiserai peut-être un jour et puis on en reparlera peut-être. Mais c'est super marrant parce que je trouve que chez les avocats, il y a soit ceux qui soutiennent en se disant ah j'aurais adoré faire ça, tu fais ce que c'est exactement ce que Laurent disait dans les Ouais, ouais, c'était hyper intéressant ça. Ouais, ça et l'autre côté les gens aigris parce qu'en fait ils se disent ah mais pourquoi elle reste pas dans la norme, dans les rangs comme moi je fais, pourquoi elle ose faire quelque chose que moi je me suis empêchée, et donc ils sont aigris et un peu haineux quoi. Enfin, Ouais. c'est vrai qu'il y a les deux. Moi, franchement, quand je suis partie, je l'ai pas dit en fait. J'ai juste dit que je partais à Londres et que j'allais voir pour trouver quelque chose, quoi. Donc là, en fait, ils ont tout découvert après sur les réseaux. Ouais. Mais c'est ça, et lui, il a vraiment montré ces deux facettes-là. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé ton arrivée à New York? Parce que je pense que c'est vraiment le rêve absolu de se dire je quitte mon travail que je n'aime plus, je pars à New York étudier. Enfin, c'est presque Gossip Girl, quoi. Ah ouais, c'était le rêve. Bah, surtout que ma première expérience new-yorkaise, j'habitais dans l'Upper East Side, donc j'étais vraiment dans le côté Gossip Girl, bon, sans être étudiante à Parsons à ce moment-là. Donc là, je reviens à New York, donc je repose mes valises dans cette ville qui me fascine et qui a une place très spéciale dans mon cœur encore aujourd'hui. Où je sais pas, il y a une espèce d'énergie, on se sent capable de tout faire. Je crois que c'était aussi une ville pour se reconvertir. C'était l'endroit où j'étais bien, quoi. Vraiment, je trouvais enfin ce que j'avais envie de faire, et voilà, j'étais très sereine, très très contente d'arriver là-bas. Donc j'arrive, et il se trouve que mon préavis n'a pas pu être raccourci parce que justement mon boss ne voulait pas me le raccourcir. Donc j'ai été catapultée. En fait, j'ai pas eu la semaine d'adaptation de cours, et j'ai été catapultée vraiment dans les cours. Et ça a été quand même le premier mois un peu difficile parce que bon, même si je me débrouillais un petit peu en anglais quand même, ça reste un vocabulaire très technique. J'ai ramé. En plus, j'ai commencé par un cours, je me souviens très bien. Je suis arrivée en retard parce que j'étais perdue sur le campus, et c'était un cours de technique du tissu. Déjà en français c'est compliqué, mais alors en anglais ça a été et là je me suis dit mon Dieu, ça va être très difficile. Et après, donc, j'ai enchaîné sur les cours de couture. Et c'est vrai que 2-3 fois, face à ma machine, le soir, la nuit, parce qu'il faut savoir que les salles de cours et les salles de technique où il y a tout le matériel qui est à disposition sont ouvertes pendant la période des partiels, sont ouvertes 24 heures sur 24. Donc, c'est une école qui vit autant la nuit que le jour. Et donc, il y a certaines nuits où je me suis retrouvée devant ma machine à essayer de faire une robe. Et avoir envie de pleurer tellement c'était difficile. Et je me dis, mais c'est tellement plus simple de faire un commentaire d'arrêt ou des conclusions. Pourquoi je me suis lancée là-dedans? Mais donc, par moments difficile sur le premier semestre, mais c'était le temps de se mettre dans le bain, et après, vraiment facile, quoi. Et alors après, donc tu as fait des stages chez Lanvin notamment à Paris. Ouais. Après, alors tu vas mieux le dire que moi, parce que je sais pas comment ça se prononce, Marquesa. Voilà. Ouais. Et donc à New York, comment tu as trouvé ces stages? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que j'imagine que c'est un milieu très fermé? Comment ça s'est passé? Alors, aux États-Unis, c'est très facile. C'est vraiment le fameux network qu'il faut travailler, et les personnes se recommandent très facilement les unes aux autres, donc facilement j'ai pu trouver des stages. Il suffit de copiner avec les gens de l'école et savoir qui est parti de quel stage. C'est souvent des postes de stagiaires qu'on récupère dans l'école, quoi. Il y a quelqu'un qui part et dit si tu veux je passe ton CV. Oui, ok, ça m'intéresse. Donc j'avais postulé à droite à gauche. J'ai eu plein de petits stages, et celui-ci notamment. Donc ça c'est assez facile, et puis ils sont très friands du compte, enfin ils sont très faciles de contact aussi, les Américains de manière générale dans le monde du travail, et je trouve que on peut envoyer un email, se présenter, aller directement frapper à leur porte, tendre notre CV, et ça fonctionne, quoi. C'est ce que j'ai fait. Parce que j'avais zéro contact là-bas pour le coup, hein. Je suis arrivée sans aucun réseau, je me le suis fait toute seule sur place.
Et l'an 20, c'était un stage que j'ai fait en France, et là, c'était par mon réseau en France. Pour le coup, je m'étais constitué un réseau par le passé que j'ai gardé, que j'ai entretenu. Et voilà. Ça, c'était par mon réseau. Je pense que c'est plus compliqué de trouver un stage en France qu'aux États-Unis. Mais en France, il y a un site qui marche très bien, et je recommande à toutes les personnes qui cherchent des stages dans la mode à chercher dessus. C'est fashionjobs.com. C'est vraiment la plateforme pour ce genre de... Moi, je sais que j'ai recruté toutes mes collaboratrices sur ce site. Et alors, comment ça s'est passé, tes stages? Est-ce que c'était comme tu l'avais imaginé? Oui, j'imaginais être un peu la petite main et celle qui ramène le café et qui va chercher les tissus. C'était exactement ça. Ça a parfois été compliqué d'avoir une boss qui avait 4 ans de moins que moi et qui me traitait comme si j'en avais 10 de moins qu'elle. Mais bon, ça fait partie du jeu, et c'est sûr qu'il faut accepter, en fait, quand on reprend des études et quand on repasse quand on a été avocate et qu'on redevient stagiaire, et stagiaire vraiment entrée, niveau d'entrée, quoi. Donc il faut accepter qu'on nous parle pas forcément correctement. Alors après, moi, je les ai toujours mis en place poliment, hein, mais voilà, il faut accepter que on nous traite pas comme on a pu nous traiter par le passé. Ça fait partie du jeu. Après, sur les tâches en elles-mêmes, j'ai énormément appris. Et si c'était à refaire, je le referais mais 1000 fois. Et j'en ferais même plus de stages si c'était possible sur mes périodes de congé, parce que c'est qu'en ayant les mains dans le cambouis qu'on apprend, en fait. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que je me suis fait tout un réseau à travers ces stages aux États-Unis, et qu'à posteriori, ce réseau-là, je l'ai pas vraiment utilisé puisque je suis revenue en France pour monter ma marque. Mais c'est important de le faire, et si j'avais pu faire plus de stages en France, en fait, je les aurais fait en France. Mais pour valider mon école, il fallait que ce soit aux États-Unis. Ah oui, d'accord. Et toi, t'as pas eu envie de rester aux États-Unis? Alors, j'aurais adoré, parce que, encore une fois, c'est une ville qui me plaisait beaucoup. De manière générale, moi, j'apprécie travailler avec les Américains. C'est difficile, mais c'est une façon de travailler qui me convient. C'était juste que pour rester, il faut être légal sur le territoire, et pour avoir des papiers, c'est compliqué, quoi. Il faut trouver une société qui nous sponsorise, le fameux sponsorship, et ça coûte beaucoup d'argent pour les sociétés, donc elles ont tendance à recruter des locaux plutôt que des étrangers. Donc là, soit on a de la chance, soit on a... Voilà. Et puis surtout, c'est une ville où tous les talents du monde entier affluent, donc tout le monde est très bon, et j'avais pas le mérite, j'avais pas la prétention de dire que j'étais la meilleure, et que ma candidature valait plus que les autres. Je savais que ça serait difficile, donc j'ai trouvé un petit boulot après l'école, mais il y avait peu d'opportunités d'évolution, donc je suis pas restée, quoi. En fait, après l'école, on avait 1 an de droit de travail pour justement nous permettre de se lancer. 1 an qui était autorisé par le gouvernement américain pour rester sur le territoire, et donc je l'ai utilisé. Et puis en fait, même avant la fin de cette année, je suis rentrée en France parce que je me suis dit ça va être trop compliqué de se lancer aux États-Unis, et puis c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc c'était pas possible, quoi. Je pouvais pas. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué avec les visas aux États-Unis. Ouais, parce que même si je bossais sur place, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Très, très dur. Alors, tu rentres et est-ce que tu peux nous parler de Maison Lemoine, comment ça t'est venu, pourquoi finalement pas avoir fait plus styliste en France, pourquoi te lancer toi ta marque, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, déjà, pourquoi avoir choisi de me lancer plutôt que rentrer dans une société et être styliste? Ça, encore une fois, je pense que c'est une question de personnalité et d'environnement. Mes parents m'ont vraiment poussé à être... Je pense qu'on a été guidés par notre père, notamment, mes frères et moi, à être plus entrepreneurs que salariés. Et je me suis dit, mes parents ont créé leur boîte, je peux y arriver moi aussi, peut-être. Donc je me suis dit, je vais me lancer. Après, il fallait avoir l'idée, évidemment. Mais en fait, je me suis lancée parce que l'idée était là. Quand j'étais aux États-Unis, il y avait toute j'ai pu voir toute cette émulation qu'il y a autour du mariage, qui est quelque chose de
c'est le plus beau jour de la vie de toutes les Américaines. Hein. Vraiment, je pense que toute Américaine qui se respecte a tout un déroulé de son mariage qui est prévu depuis qu'elles sont toutes petites. Et donc, le mariage est vraiment une industrie qui est très très florissante aux États-Unis, et ça l'était à l'époque, en tout cas, beaucoup moins le cas en France. Et puis c'était donc là je te parle d'une époque, c'était en 2015. Moi, c'était l'époque où toutes mes amies se mariaient, en fait. Beaucoup d'amis se mariaient, et la question des robes de mariée et des robes de témoins, parce que j'étais souvent témoin de ces amis en question, se posait. Et donc je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être un truc à faire, importer ce concept de la demoiselle d'honneur à l'américaine, l'importer en France et l'adapter au marché français, parce que clairement, la demoiselle d'honneur à l'américaine, ça peut pas marcher chez nous. Mais pourquoi pas le décliner sur quelque chose de plus franco-français, et en faire quelque chose. Et c'est comme ça qu'est née Maison Lemoine, en fait. Et donc au début, je proposais des robes de prêt-à-porter pour les invités, donc des robes colorées, et les collections étaient plus guidées par les couleurs que par les saisons, quoi. C'était vraiment des unités des pièces qu'on pouvait mixer les unes entre les autres pour avoir une unité de couleurs et de déclinaison de couleurs sur les photos si les filles prenaient leur robe chez nous, quoi. Enfin, chez moi à l'époque, j'étais toute seule. Comment tu as financé la création de ta marque? Alors, c'est une vraie question aussi. Moi, j'ai fait un business plan. Je suis arrivée avec un document que j'avais préparé entre le moment où je suis partie des États-Unis et les premiers mois de mon retour en France. Et je suis allée chercher des investisseurs. Donc, j'ai fait appel à mon entourage proche. Donc, entourage proche plus entourage proche de cet entourage proche. Et donc, j'ai trouvé 2 personnes qui m'ont accompagnée pour financer ma première collection. Parce que le prêt-à-porter, c'est pas comme les accessoires où on a moins de frais de lancement. Le prêt-à-porter, c'est faire une collection, ça coûte un peu d'argent. Il faut acheter des tissus, il faut trouver une usine, il faut produire plusieurs pièces. Donc, parce que moi, j'avais choisi un modèle de prêt-à-porter sur stock et pas de pièces à faire à la demande. C'était pas de la demi-mesure, quoi. C'était vraiment du prêt-à-porter. Donc, armée de mon business plan, j'ai toqué aux portes des personnes qui me connaissaient, qui croyaient en mon projet et qui ont pu mettre dans la boucle des personnes qui ont pris un petit risque et qui ont investi aussi. Donc aujourd'hui, moi, ma société, j'en détiens 49%. Je suis pas associée majoritaire. J'ai une autre société qui est actionnaire et qui détient 51% des parts et qui a mis un petit billet d'entrée. C'est pas énorme, mais ça m'a permis de me lancer comme ça. Et aujourd'hui, évidemment, la société, elle est rentable et elle s'autofinance et elle rembourse ce capital. Et du coup, grâce à ça, tu as pu te rémunérer assez rapidement? Alors ça, c'était un choix aussi de me rémunérer tout de suite, parce que tout travail mérite salaire. En revanche, j'ai pas vraiment augmenté ma rémunération depuis le début, et ça fait partie des objectifs là. Maintenant que ça fait 5 ans que la marque est installée et bien installée, il faut que je puisse m'augmenter un petit peu. Moi, j'ai toujours un salaire de SMIC. Voilà. Oui, parce que pour expliquer un peu aux auditeurs, en fait, souvent quand on lance sa marque, il y a un peu 2 options. Il y a pas d'investisseurs et en général, les créateurs ne se payent pas, ou via le chômage, ils peuvent avoir du chômage. Ah oui, mais je l'ai pas eu. Ou l'option, oui, voilà, dès qu'on est en libéral, c'est compliqué. Ou l'autre option, d'avoir des investisseurs et de se payer un peu immédiatement grâce aux investissements. Voilà, pour expliquer un peu les 2 choix. Toi, comment tu te sens? Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes d'avoir fait appel aux investisseurs? Alors, pas du tout, parce qu'encore une fois, c'est pas des investisseurs comme le terme investisseur peut faire peur. C'est une petite somme, encore une fois, qui a été investie dès le départ. Donc, j'ai pas eu à faire des rapports et alors si, on fait des rapports évidemment régulièrement, mais c'est pas une énorme somme qui a été investie avec des personnes qui attendent qu'il y ait des retours sur investissement tout de suite, quoi. Donc ça n'a pas été un boulet au pied d'avoir un investisseur. Au contraire, je les remercie encore chaque jour d'avoir cru à mon projet, et grâce à eux qu'on ait pu amener la société à ce qu'elle est aujourd'hui. Donc ça, c'était pas le problème. Et aucun regret sur le fait d'avoir
régresser en qualité de vie, parce que oui, c'est sûr que je gagnais pas la même chose quand j'étais avocate, hein. Même si on a l'impression que les avocats ils gagnent des fortunes, il y a différents types d'avocats, et moi je faisais partie des avocats qui gagnaient bien leur vie. On n'était pas sur une situation exceptionnelle, mais je gagnais bien ma vie. Donc là, oui, forcément, je gagne moins bien ma vie, c'est sûr, mais c'est un choix, c'est un choix. Oui, après, quand on quitte des métiers qui payent bien, on sait aussi pourquoi on le quitte et on a un autre rapport à l'argent, je pense. Mm. On se rend compte que l'argent, ça C'est fait pas tout. Et voilà. Mm. Alors, donc, quand tu as l'idée de Maison Lemoine, quelles sont les étapes de la création de ta marque? Comment tu dessines tes premiers prototypes, le shooting? Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début, une petite anecdote? Alors, la petite anecdote de début, bah d'abord, non, alors je dirais pas une anecdote, il faut d'abord faire un business plan. En tout cas, moi, ça a été la façon dont j'ai fait le. Moi, je suis très, je fais les choses étape par étape. J'y vais précautionneusement et puis je suis pas du genre à me lancer. J'écoutais notamment Laurane des cours de Victoire. On n'a pas du tout, et que je connais très bien, qui est une amie par ailleurs. Hein, on n'a pas du tout la même façon de fonctionner. Elle, Alphonse, ce qu'elle disait d'ailleurs, c'était marrant. Je savais pas qu'elle avait déposé limite ses statuts en même temps qu'elle avait eu une opportunité aux Galeries Lafayette. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai fait un business plan, je suis allée le présenter à des investisseurs, ils m'ont dit « Ok, on te suit ». Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit « Allez, je crée la société ». Alors, si, une petite anecdote, c'est que j'avais déposé la marque avant tout ça. Et très rapidement, je me suis dit, voilà, c'est mon petit truc. Alors peut-être que c'est mon côté avocate en propriété intellectuelle. Voilà, je me dis, premier truc que j'avais fait très longtemps en amont, pendant que j'étais encore aux États-Unis. Donc voilà. Mais une fois que j'ai eu le capital pour me lancer, là, j'ai commencé à lancer le site internet et à contacter des personnes pour produire et ensuite photographier la collection. Voilà. Donc tout ça, ça a pris du temps. Ça a été un parcours où je suis rentrée en mai 2015 et j'ai lancé en avril 2016. Donc un petit parcours quand même. Et comment tu as fait après pour trouver tes premiers clients, faire connaître ta marque? Alors, c'est la magie des réseaux sociaux. Moi, ça a été très clairement les réseaux sociaux qui m'ont apporté les premiers clients, parce que donc j'avais un showroom sur rendez-vous. Donc, les premières personnes que j'ai vues physiquement venir à mon showroom, c'était des personnes que je connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui venaient grâce aux réseaux sociaux. J'avais fait pas mal de teasing avant de lancer la marque. Les premières commandes aussi sur Internet, c'était essentiellement des personnes que je connaissais pas. Et c'est vrai que moi, c'est pas du tout mon réseau qui a acheté mes premières créations. Pas du tout. Ça a été vraiment je me suis lancée direct à tester mon produit auprès du public que je connaissais pas. Oui, après, c'est sûr que quand on fait une marque de prêt-à-porter, c'est plus difficile d'avoir d'abord par l'entourage parce qu'il faut produire quand même beaucoup de pièces. Donc, c'est tout de suite plus professionnel, en fait, que, par exemple, les accessoires pour les couronnes de victoire. Ouais. Alors, tu es heureuse aujourd'hui? Est-ce que c'est comme tu l'imaginais de lancer ta marque? C'est au-delà d'être heureuse, je suis bien dans mes baskets, je suis là où il faut que je sois, quoi. Je suis chaque jour, je mesure la chance que j'ai d'être là. Ouais, je suis très heureuse, très très heureuse. Alors c'est pas facile au quotidien, hein. Il y a des jours où c'est plus dur, on dort moins bien parce que bon, maintenant j'ai 7 personnes qui travaillent avec moi, il faut que je puisse les payer tous les mois, surtout qu'on est sur un milieu qui est très éprouvé par ce qui se passe en ce moment, enfin bon, tout le monde en même temps, hein, mais oui, donc c'est du stress au quotidien que moi j'assume, mais si on fait abstraction de ça, parce que c'est des personnalités aussi, moi j'arrive très bien à faire la part des choses et à mettre ce stress de côté, c'est vraiment, je suis très heureuse. Je regrette pas une seule seconde. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta vision, tes projets pour Maison Lemoine? Parce que maintenant, ça existe depuis 5 ans. Ça va faire 5 ans au mois d'avril. En fait, ce qui est très drôle, c'est que j'ai relu il y a pas longtemps mon business plan, le fameux dont je te parlais tout à l'heure. Et ma vision, en fait, elle était très claire depuis le début. Et je suis complètement dans la trajectoire de ce que je me suis fixé comme chemin, et c'est d'aller encore plus loin sur cette dimension de marque en ligne, donc avoir vraiment un e-shop qui est de plus en plus performant,
En boutique aussi, étendre la présence physique en ayant de plus en plus de revendeurs. J'adorerais pouvoir ouvrir en propre d'autres boutiques, mais là, pour le coup, il faut que je fasse rentrer les fameux gros investisseurs qui sont parfois pas détendre. Et est-ce que j'ai envie de ça ou pas? C'est une question, mais oui, il va falloir que je le fasse. Donc ça va faire partie des choses que je vais faire là dans les. Bon, cette année c'est compliqué, mais peut-être l'année prochaine. Donc, et surtout proposer encore plus de. Parce qu'au-delà des tenues de prêt-à-porter, nous, enfin, au-delà du prêt-à-porter, pardon, on propose une vraie tenue dans son ensemble, avec des accessoires, des chaussures, et vraiment aller dans cette direction pour proposer encore plus d'accessoires et pourquoi pas plus de produits autour pour aller plus loin, pourquoi pas les enfants, le marié, ses témoins, voilà, il y a plein de. Le sujet est vaste en fait. Oui, parce que ce qui est génial du coup avec ta marque, pour en dire un peu plus, c'est que tu as à la fois des tenues de mariée, par exemple un peu civiles, ou en même temps demoiselle d'honneur pour qu'elles soient coordonnées. En même temps, si on a invité à un mariage, qu'on a envie d'être bien habillé, on peut aussi. Et après, tu es en lien aussi avec tout ce qui est accessoires, chaussures. Donc tu travailles par exemple avec Bobby's, les couronnes de Victor que j'ai interviewées. Donc c'est un peu pour avoir un mariage coordonné. Ouais, voilà. Exactement. Et je veux aller encore plus loin dans cette notion d'univers et développer vraiment le côté univers de la marque. Voilà. La grande image. Moi, en tout cas, franchement, j'adore ce que tu fais. Je trouve j'aime beaucoup l'univers de ta marque. Alors, pour faire un peu le bilan, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? Alors, quel conseil je me donnerais? Bonne question. De me faire un peu plus confiance. Alors moi, je suis quelqu'un, encore une fois, j'y vais pas à pas parce que je peux avoir tendance à manquer un petit peu de confiance en moi. Et clairement, je me dirais, mais fais-toi confiance, en fait. T'as une très bonne intuition, t'as de bonnes idées, donc vas-y, fonce. Je ferais plus... je ferais un intermédiaire entre Laurent et Claire, voilà. Je foncerais un petit peu plus. Même si je regrette pas du tout d'avoir pris mon temps, mais voilà, j'irai un peu plus vite. Le produit, moi j'attendais que tout soit bien ficelé pour lancer. Non, je pense qu'il faut lancer plus vite. Donc ça, ce serait un premier conseil. Aussi, autre conseil très important, celui-là, c'est que quand on se retrouve avec un capital de départ, il faut faire très attention parce qu'on a l'impression d'être riche sur le moment, ce qui n'est pas du tout le cas. Ça va très vite et les dépenses peuvent être très mal maîtrisées. Alors moi, je fais très attention, donc j'ai fait attention. Il y a une dépense sur laquelle j'ai pas assez. Pourtant, j'ai fait des recherches et je me suis dit bon, tiens, je vais faire mon site par une webmaster. Alors le webmaster, il était nécessaire pour m'aider parce que pour le coup en technique, je maîtrise vraiment pas. Mais non, une designer, web designer. Et en fait aujourd'hui, je savais pas parce que c'était complètement inconnu pour moi il y a 5 ans. Je savais pas qu'il existait des templates tout faits, tout beaux. Et j'ai pu utiliser une partie de mon capital pour payer une fille qui m'a fait un truc où au final c'était de l'argent un peu jeté par les fenêtres parce que il y avait des très beaux templates qui faisaient très bien l'affaire et que j'aurais pu prendre pour mon site internet. Et pourtant, je me suis beaucoup renseignée, mais j'ai pas. Je trouve que il y avait pas autant peut-être d'infos sur comment lancer son site en 2 clics. Et ça, je le regrette aujourd'hui. Mais c'est juste, je t'interromps sur le sujet parce que moi, j'ai lancé une formation pour créer sa boutique en ligne. Je sais pas si tu as vu. Donc, si les auditeurs sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram qui est à 100 € justement. Ah bah c'est génial. Et donc, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est assez facile en suivant une formation de faire seul et on a des designs très hyper qualitatifs. Et moi, justement, j'ai créé cette formation parce que je me suis rendu compte que la première étape, en fait, c'est le site internet. Et souvent, c'est un peu là où ça coince. Et il y a des webmasters qui font payer des prix astronomiques. Donc, j'ai créé cette formation justement pour aider les auditeurs à se lancer rapidement. Et puis, c'est accessible aux femmes aussi, parce que sinon, on a un peu l'idée que quand on n'y connaît rien en informatique, on peut pas le faire. Mais si, c'est possible. Ouais, complètement. Et ça, c'est génial. Et effectivement, ce que je t'avais dit dans mon mail, j'aurais adoré te rencontrer plus tôt, au moment où je voulais me reconvertir, parce que oui, typiquement, ça, c'est... Et je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes comme toi qui permettent de faciliter le lancement
et de monter sa boîte. Et il faut passer par des personnes comme toi, et pas passer par la voie plus classique. Voilà, je pense que c'était il y a 10 ans qu'on prenait un web designer qui dessinait le site, parce qu'en fait c'est colossal comme dépense de se faire un site sur mesure. Non, quand on commence, il faut prendre un template, il faut faire simple, il faut aller directement à l'essentiel, alors il faut jamais transiger, je pense, aussi sur sa vision, sur ce qu'on a envie de passer comme message. Il faut s'écouter, et il faut pas aller voir ce que font les autres, parce que si c'est déjà fait par quelqu'un d'autre, ça sert à rien de le refaire, en fait. Et il faut faire ce que soit on pense être. Il faut vraiment se faire confiance et suivre son projet et son cœur, et s'écouter, quoi. Voilà. Alors, merci en tout cas pour tous ces conseils. Alors, c'est la dernière question, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie ? Une reconversion réussie, c'est une reconversion où, en fait, le matin, tu te lèves et tu te dis j'ai tellement bien fait de faire ce que je fais, parce que j'ai la banane et j'ai la patate de me réveiller tous les matins. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment de se sentir à sa place, vraiment à sa place et dans la bonne direction, et de pas regretter une seule seconde le passé. Voilà, pour moi, c'est ça une reconversion réussie. Et avoir l'entourage aussi alors moi, j'ai jamais été à la recherche d'une approbation de mon entourage. Moi, la reconnaissance de mes amis, de mes pères ou de ma famille, c'était pas ce que je recherchais, mais je pense que c'est peut-être aussi la confirmation qu'on est sur la bonne voie. C'est qu'en plus, il y a cette petite cerise sur le gâteau d'avoir l'approbation de l'entourage qui dit bah ouais, t'as bien fait. Ouais, t'as eu raison d'y aller, quoi. Même si c'est pas ça qui m'a motivée, encore une fois, c'est vraiment moi à l'intérieur. Et c'est rigolo parce que j'ajouterais que t'as dû retrouver la date de ta prestation de serment, et j'ai remarqué que quand une reconversion est réussie, la vie d'avant, ça nous semble une autre vie, en fait. Ouais, tout et on se rappelle même plus, c'est compliqué, quoi. Ouais, même si je la regrette pas du tout, parce qu'elle fait partie de mon histoire, et elle fait partie du chemin. Elle avait une raison d'être aussi. C'est un autre temps, c'est une autre Claire même, hein, vraiment. Parce que je suis une nouvelle personne dans cette nouvelle voie. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Claire. Je mettrai tous les liens pour accéder à ton site internet, ton compte Instagram. Un grand merci pour tous tes conseils. Merci à toi, Claire-Vie, de m'avoir donné du temps aujourd'hui pour vous parler. C'était un plaisir. Et puis, vraiment, bonne reconversion à tous. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux pour aider vos proches à oser la reconversion. Si vous êtes intéressé par ma formation dont j'ai parlé dans l'épisode pour créer votre boutique en ligne, votre e-shop, envoyez-moi un email à clairevirose@gmail.com ou un petit message sur mon compte Instagram clairevirose pour commander la formation. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez-nous sur le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram. Si vous souhaitez me contacter ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose.